Alors, en général, dans la grande majorité des entreprises, ces instruments sont gérés par des fichiers Excel. Ça a un énorme avantage, c'est que c'est appréhendable partout, par tous, assez facilement. On peut y intégrer à la fois des informations financières comme des informations de calendaire. Donc c'est assez synthétique et c'est utilisable par tous. Donc c'est très répandu. Voilà. C'est l'avantage de la facilité. Cette simplicité, elle est effectivement compensée par beaucoup d'inconvénients. J'en citerai 5 principaux. L'obsolescence, c'est-à-dire que dès que vous avez validé votre fichier Excel, en fait, il est déjà, comment on dit en anglais, outdated, c'est-à-dire qu'en fait, il est déjà périmé. Parce que dès que vous avez une nouvelle information, vous êtes obligé de réinscrire cette information, puis de valider. Donc c'est extrêmement compliqué et la durée, je dirais, de validité est très réduite. De grosses restrictions sur le travail en équipe parce que c'est compliqué de gérer des fichiers Excel entre différentes personnes. Très compliqué aussi à consolider. Ça, c'est pour le reporting. En tant que team manager, quand vous avez à faire un reporting sur plusieurs fichiers Excel qui vous arrivent, en général, on en a toujours un qui a ajouté une colonne, qui a supprimé une colonne. Donc, du coup, c'est extrêmement compliqué d'être rapide, exhaustif et de ne pas avoir fait d'erreur. En termes de reporting, c'est vraiment pas un instrument facile. En termes de confidentialité, vous n'avez aucune confidentialité. Enfin, après un peu d'expérience, on sait très bien qu'il y a des fichiers Excel qui partent chez des fournisseurs avec des colonnes cachées de prix qui, en fait, du coup, ne sont pas du tout cachées parce qu'on peut facilement les réouvrir et ainsi de suite. Enfin, on a de nombreux cas d'informations qui circulent par fichier Excel alors qu'elles n'auraient pas dû circuler. Donc, en fait, ça pose un gros problème d'utiliser le fichier Excel en relation extérieure à l'entreprise. Et puis, il n'y a pas d'interface possible avec aucun autre système informatique. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'interface avec des ERP, vous n'avez pas d'interface avec d'autres systèmes informatiques de l'entreprise. Du coup, c'est très compliqué, c'est très dépendant de son propre système et du coup, c'est un peu problématique de ce côté-là. Je disais, donc Wrike, qui est un outil de gestion un peu amélioré. Vous avez ensuite Airtable, qui est du no-code, et là par contre vous êtes en interface avec des bases de données, donc en fait vous êtes en permanence, vous réactualisez vos données, donc vos fichiers ne sont plus obsolètes en permanence. Donc ça c'est en plein développement. Il y a des startups françaises qui sont en développement absolu, parce qu'en plus de ça, vous économisez les développeurs, donc le gain en termes de productivité il est colossal. Une solution d'une startup française qui s'appelle Windle, c'est W-I-N-D-L-E, je crois, c'est ça, Windle, qui est plus une solution de base de données logistique qui vous permet en fait de tracer toute votre production et votre logistique pour vos arrivages de collection, de manière à avoir l'information en temps réel de vos productions, un petit peu comme on fait sur la RFID par exemple. Et puis, bien sûr, le PLM, Product Lifecycle Management, qui est un logiciel de développement de collection et qui permet de suivre chaque étape et que chaque équipe impliquée dans le développement de la collection puisse enrichir cet échantillon qui progressivement avance vers plus de maturité, vers de la validation, ensuite le passer en production, gradation de taille, lancement de la production, validation de la qualité de production, validation de la qualité post-production, et ensuite expédition. Donc là, vous avez l'ensemble de ce schéma, et je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, 4/5e des entreprises de mode possèdent un PLM. Alors effectivement, ça a été rapide, ça a été très efficace pour les entreprises qui avaient des débouchés en Chine. Par contre, en termes de production, ça a été souvent très compliqué parce que les situations de blocage Covid étaient très, très différentes pays par pays. Et un pays qui se réouvrait pouvait dépendre d'un pays qui n'était pas réouvert. Je prenais l'exemple du Maroc, par exemple, où j'avais l'habitude de travailler. Nous, on avait repris, mais le Maroc, ils étaient toujours fermés. Donc, voilà. Donc, du coup, vous n'avez pas accès à l'outil de production de vos sous-traitants. Ça a
bon, les deux gros problèmes majeurs, c'est des problèmes d'approvisionnement et des problèmes de logistique. Le problème d'approvisionnement, c'est que vous êtes incapable d'avoir accès à vos composants qui sont fabriqués en Chine parce que toute la Chine est bloquée. Donc ça peut être des zips, ça peut être des boutons, ça peut être des doublures, ça peut être des matières. Donc là, vous êtes complètement bloqué. Ça peut émaner aussi d'une demande, avant le Covid, il y avait une demande excessivement importante sur le coton organique. Du coup, le Covid a complètement bloqué tout ça et vous a balancé des délais qui étaient absolument ingérables. Ce que je veux dire, c'est quand vous bloquez une collection au mois de juin et puis vous appelez votre fournisseur pour lui demander « Ok, voilà, je vais te commander 500 mètres de coton organique » et qu'il vous donne octobre comme livraison. C'est pas gérable, vous n'avez plus le temps de fabriquer, vous n'avez plus le temps de recevoir, de fabriquer, et encore, il vous dit octobre, c'est au mieux, ça pourrait très bien être mi-novembre. Donc ça devient complètement ingérable, tellement il y a de demandes, et tellement il y a peu d'offres. Ingérable en termes de prix, parce que les fournisseurs ne sont pas capables de vous donner les prix, ni des délais. Donc ces exemples amènent souvent à ce que les équipes de production challengent un peu les studios en disant voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt se concentrer sur du coton recyclé qui a le même impact environnemental ou carrément sur du coton traditionnel et puis on essaye de trouver une source de coton organique pour la prochaine saison de manière un peu plus fiable, mais pour l'instant il n'y a rien de disponible de manière concrète, réelle sur le marché. Donc ça c'est un premier exemple. Et puis le renchérissement des containers. Pour vous donner un exemple, un conteneur Chine-Europe est 6 fois plus cher que ce qu'il était en 2019. Donc du coup, l'avantage comparatif que vous avez d'acheter loin en termes de prix, il se retrouve complètement annihilé par ça. Et ça aboutit à complètement se reposer la question des pays de production, où est-ce que je fais fabriquer, où est-ce que j'ai de la fiabilité, où est-ce que je peux développer mes relations. Alors, dans la continuité de ce que je viens de vous dire, en fait, la solution, c'est aussi d'évaluer chaque fournisseur avec lequel vous avez une relation commerciale en termes de qualité de prestation, en termes de qualité de suivi, de réactivité, de pricing, bien sûr. Mais c'est de se dire, ok, j'ai plus intérêt à bosser encore plus avec les meilleurs, de se projeter dans l'avenir aussi, puisque c'est aussi consolider cette relation, parce qu'il faut aussi imaginer que du côté des fournisseurs, il y a une grande insécurité, parce qu'il y a plein de gens qui ont arrêté de leur passer des commandes, d'autres sont partis ailleurs, donc il y a aussi cette insécurité du côté du fournisseur, donc il faut sécuriser, rassurer ce fournisseur, en se disant, en le visitant, en passant du temps chez lui pour placer les ordres, pour lui expliquer comment il est important aussi que ce gars-là fonctionne pour que vous puissiez vendre vos collections dans des magasins français ou internationaux. Donc il y a cette relation avec le fournisseur qu'il faut consolider, notamment les meilleurs. Après certains, peut-être arrêter de travailler avec certains, pour lesquels vous êtes trop petit, donc pour lesquels le niveau de service n'est pas à la hauteur pourrait ne pas être à la hauteur de vos attentes. Voilà. Et c'est passer du temps à aller chez eux, passer du temps à les visiter pour leur faire comprendre que voilà, ça permet aussi à vos chefs de produits de leur faire comprendre qu'il y a une réalité industrielle derrière les collections, que derrière son ordinateur, derrière ce mail ou derrière Internet, c'est pas une manière de concevoir les collections, et qu'une collection, ça se fabrique sur des tables de découpe, ça a une consommation de tissu, ça a des minutes de fabrication, voilà, il y a de la finition, il y a un univers industriel pour la création de collections. Et ça aussi, c'est important dans la formation que vous donnez à vos chefs de produits. Donc il y a cet environnement-là qu'il faut renforcer. Et puis, c'est aussi favoriser la proximité, même si c'est Istanbul. Istanbul, c'est 3 heures de vol, donc voilà, c'est pas non plus un voyage à Dakar ou un voyage à Hong Kong ou en Chine.